Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole d'escalade de soins d'oxygénothérapie. Ce protocole est un guide à titre d'exemple précieux pour les professionnels de la santé qui gèrent les patients nécessitant une oxygénothérapie. J'ai créé cet exemple de protocole en réponse à l'Ordre des inhalothérapeutes du Québec et à leur document intitulé « Demande de rehaussement du diplôme donnant ouverture au permis d'inhalothérapeute ». Dans la première section de leur document, ils écrivent et je cite « L'écart entre les compétences attendues et les connaissances concerne principalement la capacité d'exercer un jugement clinique. L'amélioration visera à affiner le jugement clinique. Le raisonnement clinique n'est pas l'objet d'une compétence, ni un élément de compétence, ni même un critère de performance en soi. En réponse à cette question sur le jugement clinique, je suggère à l'OPIC d'intégrer un standard de protocole et d'algorithme. Les présents documents disponibles sur le site de l'OPIC sont dépassés et ne donnent pas nécessairement un aperçu ou ne suggèrent pas ce que le clinicien devrait faire dans certains scénarios. Pourquoi les algorithmes? Ils améliorent l'efficacité et l'efficience des tâches. Ils permettent une prise de décision rapide et efficace, car les informations sont traitées rapidement. Ils canalisent la charge cognitive en traitant de grandes quantités de données en exécutant des tâches routinières, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer sur des aspects plus complexes et nuancés. Ils fournissent un retour en temps réel lors de la simulation de divers scénarios, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des actes médicaux. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous présenter un exemple d'un protocole que l'OPIC pourrait suggérer. J'ai créé ce protocole car beaucoup d'étudiants en stage ou en pratique se questionnent toujours sur la prise en charge adéquate de l'oxygène. Ce protocole, inspiré par la British Thoracic Society, est utilisé exclusivement pour l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Il intègre aussi l'escalade des soins d'oxygène de base qui est proposé par le livre Toronto Notes. Il ne doit pas être confondu avec le traitement de l'insuffisance respiratoire hypercapnique. Voici le protocole. Comme vous pouvez le voir, le protocole est clairement défini avec des instructions spécifiques, ce qui facilite sa mise en œuvre. Il fournit des critères précis pour évaluer l'état du patient, ce qui aide à prendre des décisions éclairées. De plus, il couvre une variété de scénarios, y compris les patients instables et ceux qui sont en réanimation. Par exemple, il guide le clinicien autant sur les patients instables qu'instables qui nécessitent de l'oxygène. Cependant, comme tout outil, ce protocole a ses limites. Par exemple, il peut être complexe à suivre, surtout dans des situations d'urgence où le temps est essentiel. Donc, je suggère qu'il soit pratiqué en simulation avant d'être appliqué sur des patients réels. Aussi, le protocole est indiqué pour la prise en charge d'insuffisance respiratoire hypoxémique et non hypercapnique. Comme tout algorithme, celui-ci inclut des précisions dans la forme de remarques et de notes qui précisent certaines sections. Par exemple, il met une emphase sur l'importance d'utiliser un capteur de CO2. Regardons un exemple avec un patient fictif. Monsieur Onlo, âgé de 65 ans, a été admis à l'hôpital pour des difficultés respiratoires. Il est conscient, mais il a du mal à respirer. Selon notre protocole, la première étape est d'évaluer l'état de Monsieur Onlo en utilisant les critères du protocole, y compris la fréquence respiratoire, la saturation d'oxygène et d'autres signes cliniques pour déterminer l'état du patient. La saturation montre 90% à l'air ambiant et le patient travaille fort à respirer. Comme le patient présente une dyspnée, mais n'est pas encore dans un état critique, en suivant les flèches on détermine aussi qu'il est possible qu'il tombe en insuffisance respiratoire hypercapnique. À ce point, il est important d'avoir en place un capteur de CO2. En suivant l'algorithme, on détermine qu'il n'y a pas présence d'hypercapnie et ni une détérioration de l'état de conscience. Donc, pour l'instant, une canule nasale réglée entre 2 à 4 litres par minute est le dispositif approprié pour ce patient. En effectuant notre acte, on est porté à monitorer pour une amélioration de l'état du patient. Supposons que l'état ne s'améliore pas. En suivant les flèches, l'algorithme recommence à partir de l'évaluation de son insuffisance respiratoire. En suivant les flèches, notre patient a de la misère à soutenir un effort respiratoire et son état de conscience diminue. Si on est incertain comment évaluer l'état de conscience, on peut se fier à la note, qui indique une altération de l'état de conscience indique un score Glasgow plus bas que 15 ou une détérioration selon l'échelle à vue, alerte, verbale, douleur ou inconscience. La saturation en oxygène diminue aussi, plus bas que 88%.
À ce point, selon notre discrétion, il est possible de se demander si le patient répond aux critères de ventilation à pression positive non invasive ou si on installe une thérapie d'oxygène à haut débit. Quelques indications pour la ventilation à pression positive non invasive incluent. Par indication, une exacerbation de la MPOC, une insuffisance respiratoire hypoxémique, un œdème pulmonaire cardiogénique, le sevrage post-extubation, les patients de Clareg ne pas intubés. Par symptômes, une fréquence respiratoire plus haut que 30 respirations par minute, l'utilisation des muscles accessoires, le balancement thoraco-abdominal, selon les gaz artériels, veineux ou capillaires s'ils sont disponibles, une pression de CO2 plus grand que 45 mm de mercure, une pH plus bas que 7,35, un ratio de pression en oxygène sur une fraction inspirée en oxygène plus bas que 2 cents. Quel que soit le dispositif choisi et installé, on recommence le monitorage et l'observation de l'état clinique du patient. Si on se fie à la remarque, celle-ci indique les critères du début du sevrage d'oxygène. C'est-à-dire une amélioration ou si le patient est stable, une désescalade des soins peut être entamée à partir du dernier dispositif. La désescalade peut être entamée quand la saturation d'oxygène est à 100% et demeure stable pendant un certain temps et l'état de conscience s'améliore ainsi que le travail respiratoire diminue. L'état hémodynamique demeure stable. Les gaz artériels, si disponibles, démontrent une augmentation favorable à l'augmentation de la pression artérielle en oxygène suite à l'administration d'oxygène supplémentaire. Le même scénario peut être appliqué aux patients instables en suivant les flèches respectives. Comme vous pouvez le constater, ce protocole a ses points forts. Le protocole est clairement défini avec des instructions spécifiques, ce qui facilite sa mise en œuvre. Il fournit des critères précis pour évaluer l'état du patient, ce qui aide à prendre des décisions éclairées. Il couvre une variété de scénarios, y compris les patients instables et ceux qui sont en réanimation. Il guide le personnel de santé à travers le processus de prise de décision, ce qui peut aider à assurer une prise en charge cohérente et efficace des patients. Veuillez noter que cette information est basée sur l'interprétation des documents et ne doit pas remplacer les conseils médicaux professionnels. En cas d'urgence médicale, veuillez contacter immédiatement l'autorité médicale supérieure. Si ce protocole vous intéresse, je vous invite à vous diriger à l'adresse sur le site patreon.com et vous diriger sur ma page pour télécharger ce protocole en vous abonnant et pour montrer votre soutien à la création de mon contenu. Je vous recommande aussi de vous abonner, cliquez sur j'aime et partagez ce contenu.